La gestion de patrimoine, c'est l'idée de construire une trajectoire plutôt que de chercher à avoir du rendement tout de suite. Mmh, C'est de mettre en place des placements sur le long terme bien sûr. et finalement, en fait, c'est de se concentrer sur la personne OK, plutôt que sur le marché financier ou la solution. bien sûr. Ok. Que tu aies 50 euros par mois à investir ou 100 000 euros, par exemple, mon travail va être le même. Les solutions préconisées vont être différentes, mais le travail va être le même. Le cours du Bitcoin, en fait, n'est pas stable et chute. Ce n'est pas une valeur refuge, ce n'est pas une valeur défensive, c'est une valeur spéculative. Pour moi, préparer sa retraite, c'est capital de le faire et le plus tôt possible, avec un bon conseil. Pourquoi? Parce qu'on a abordé rapidement avant les intérêts composés, c'est une mécanique qui est très puissante sur le long terme. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et le pire moment, c'est d'attendre demain. Et en fait, l'investissement, c'est ça. Vous écoutez Les gens d'ici, je vous en remercie. Je suis Gauthier Herzog, conseiller immobilier alsacien et plus spécifiquement dans le Rhin. Je vous accompagne dans vos projets de vente, d'achat ou si vous avez besoin d'estimation ou de conseils. Et l'intégralité de mes coordonnées seront dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les gens d'ici, le podcast qui donne la parole à toutes les personnes qui touchent de près ou de loin les métiers liés à l'immobilier. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir comme invité Jérémy Kretz, gestionnaire de patrimoine. Bonjour Jérémy. Bonjour Gauthier. Écoute Jérémy, je t'explique un petit peu le concept du podcast. Le but, c'est une discussion longue d'environ 30 minutes où on va aborder différentes thématiques sur ton métier et on va essayer d'y répondre sans chichi et sans langue de bois. Allez, c'est parti. Avant toute chose, ce que je te propose, c'est que tu te présentes, tu nous expliques un petit peu ton parcours, comment tu es venu à la gestion de patrimoine et aussi d'où tu viens. Ok. Avant tout, j'aimerais te remercier déjà pour l'invitation. Je trouve que c'est formidable les podcasts que tu fais, les vidéos YouTube. Je trouve que ça permet vraiment d'apporter un éclairage sur différents sujets. Donc, je voulais déjà te remercier par rapport à ça. Très très gentil. Qui je suis? Moi, j'ai 33 ans. Je m'appelle Jérémy Kretz, j'ai 33 ans, bientôt 34. J'essaye de ne pas trop y penser parce que les cheveux gris commencent à arriver. Je suis conseiller en gestion de patrimoine maintenant depuis 3 ans. Il faut savoir que c'était pas forcément ma vocation initiale. Moi, j'ai fait donc une école de commerce à Rennes, l'École supérieure de commerce de Rennes, dans laquelle j'ai validé 2 masters. Un master en économie et un master en marketing. Et par la suite, je me suis redirigé vers les métiers du sport et j'ai travaillé notamment pour une grande entreprise du sport allemande, qui est un équipementier allemand, sur le marketing plus précisément. Ok. Et après j'ai fait d'autres entreprises. C'est un métier qui est fantastique, mais je me suis très vite retrouvé face à une contrainte personnelle qui était que, l'intérêt du métier finalement, c'était de vendre des produits, un petit peu surévalués, en termes de prix à des gens qui en avaient pas forcément besoin. Et d'un point de vue éthique, ça commence un petit peu à me travailler. Et c'est pour ça que j'ai cherché à me réorienter et que je me suis formé du coup il y a 3 ans maintenant en conseil, et en gestion de patrimoine Ok. pour pouvoir justement accompagner les gens et avoir un réel impact, sur les gens. Donc justement, maintenant, ça fait donc 3 ans que tu fais le métier. Mmh. Finalement, tu as un parcours, je dirais, assez atypique parce que tu as fait une école de commerce, travaillé dans le sport et puis tu es venu après Mmh. dans la gestion de patrimoine. Mais aujourd'hui, tu travailles dans quel secteur? C'est quoi ta zone de chalandise? Alors ma zone de chalandise ou là où je travaille, pour démocratiser un petit peu parce que c'est aussi ça mon métier, hein, c'est la démocratisation. Ma zone de chalandise, c'est principalement, l'Alsace. Moi OK. je suis quelqu'un qui est du côté de Colmar, Turkheim pour être plus précis. Je travaille en physique avec ces personnes-là, je me déplace un petit peu dans la région, mais je travaille aussi beaucoup en visio. OK. Ce qui fait que j'ai des clients qui sont sur Paris, des clients qui sont sur Biarritz, j'ai des clients qui sont du côté de Grenoble, Mmh. avec qui du coup j'échange principalement par visioconférence. OK. Et de temps en temps quand je suis en déplacement ou quand ça le nécessite, je me rends sur place pour voir les personnes, à Biarritz, à Grenoble, à Paris. OK. Donc finalement, je travaille quand même dans toute la France et ce Mmh. qui est bien, c'est que tu as cette liberté géographique où tu peux accompagner tes clients en visio et faire un suivi régulier. Mais justement, on parle de ces clients. Mmh. Aujourd'hui, c'est quoi quel type de clients tu touches? Est-ce que tu touches plutôt des jeunes, des personnes âgées? Mmh. Explique-nous un peu le profil de ces clients-là, justement. J'ai envie de dire qu'il y a pas de profil type. OK. Je travaille alors il faut savoir que je travaille avec des personnes physiques et des personnes morales, donc des entreprises. Il y a pas réellement de profil type. On entend souvent que la gestion de patrimoine, c'est réservé aux élites, Bien aux gens qui sûr. ont déjà de l'argent, Ouais. aux gens un peu riches, et cetera. C'est pas du tout mon approche. OK. Moi, je travaille aussi bien avec un jeune étudiant qui peut investir 50 € par mois, Mmh. et des frontaliers suisses qui doivent défiscaliser fortement leurs revenus. Donc il y a tout un éventail de possibilités, tout un éventail de choix.
Et moi, j'aime axer sur le fait que c'est accessible à tout le monde. C'est OK. aussi dans cette optique-là que je ne facture pas d'honoraires du coup sur mes conseils, parce que pour moi, c'est un non-sens de facturer un conseil pour Bien quelqu'un sûr. qui veut se créer du patrimoine, notamment des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus. Pour moi, c'est un non-sens. Donc, le champ en fait de mes clients est assez large, assez varié, et il y a pas de profil type. Tout le Mais monde c'est peut ce qui vivre fait avec ça. peut-être la beauté de ton métier, c'est que tu Mmh. peux accompagner des personnes, qui s'approchent de la retraite et qui vont préparer leur retraite, Ouais, comme des gens qui démarrent la vie active ouais, ou des personnes qui sont déjà pleinement dans la vie active. ouais. Dans l'immobilier, c'est un peu le même système. Mmh. On touche, déjà on touche la vie des personnes, Mmh. même on rentre dans leur intimité et je pense que finalement, c'est pour ça qu'on est assez complémentaires et que j'ai décidé de faire le podcast avec toi aujourd'hui. Justement, ce que je te propose, Jérémy, c'est qu'on commence directement sur la thématique numéro 1 parce Mmh. que je pense qu'on aura pas mal de choses à dire. Ouais, bien On sûr. va présenter un peu ton métier de gestionnaire de patrimoine. C'est vrai que souvent on se dit, on connaît les assureurs, on connaît les banquiers, Mmh. mais le métier de gestionnaire de patrimoine peut paraître peut-être flou pour Mmh. certaines personnes. Est-ce que tu peux un peu nous l'expliquer pour qu'il y ait un monsieur tout le monde, nous dire Mmh. ce que tu fais concrètement? Bah, en fait, tu parles d'assureurs et de banquiers, il faut savoir que ce sont des métiers complémentaires OK. avec la gestion de patrimoine. L'assureur, va proposer des produits, comme son nom l'indique, assurantiels, type assurance vie par exemple, ce genre de choses, Mmh. plutôt sur des placements moyen long terme. Le banquier va se concentrer plutôt sur de l'épargne de précaution avec des livrets A, bon même si maintenant ils font également téléphonie, Mmh. et Oui, ils sont voilà, diversifiés. ils sont diversifiés, mais historiquement c'est plutôt ça. Le conseiller en gestion de patrimoine, c'est, un peu le chef d'orchestre de tout ça. OK. C'est quelqu'un qui, va regarder quelle est la situation patrimoniale de la personne, quels Mmh. sont ses revenus, quels sont, les placements qu'il a déjà en cours, Ouais. quels sont ses objectifs derrière, qu'est-ce qu'il veut mettre en place et du coup de mettre en place un plan de bataille finalement pour arriver des revenus, vers les objectifs et ça peut faire appel effectivement, aux concours de banquiers, aux Mmh. concours d'assureurs, pour différentes choses, ouais. OK. Finalement, tu gravites autour de ces métiers, vous êtes complémentaires, je dirais même que vous travaillez main dans la main. Ouais. Mais est-ce que toi, ton rôle, c'est purement financier? C'est la question que je me suis posée en préparant le podcast. Je me dis: «Mais est-ce que la gestion de patrimoine, ça touche que les finances ou tu peux toucher autre chose aussi?» Non, non, pas du tout, le financier, alors si on l'entend par, placement boursier, je Ouais, suppose que c'est ce que tu évoques. exactement. Non, c'est en fait la gestion de patrimoine, l'intérêt c'est d'avoir un conseil personnalisé, OK. OK? Et d'arriver sur des actifs, hein, du coup des placements, ce sont des actifs qui, vont être adaptés à la situation de chacun. C'est de faire un conseil personnalisé. Et effectivement, certaines personnes peuvent avoir plutôt un attrait ou un intérêt à investir sur des placements, financiers, mais d'autres personnes vont plutôt être, sur des placements immobiliers, OK. de l'immobilier locatif, quel est l'intérêt entre faire de la location nue ou de la location meublée, les différents dispositifs, le dispositif Lebrun de Normandie Bien par sûr. exemple, enfin énormément de dispositifs, immobiliers. Ça peut être aussi sur de la défiscalisation, OK. donc comment optimiser son imposition, comment faire en sorte, de réduire cette imposition via différents placements, différents dispositifs. C'est également sur, de la transmission de patrimoine OK. également, donc c'est assez varié. Moi, je le vois un petit peu comme un médecin de famille, en fait, la gestion de patrimoine. Un médecin de famille, bah, il va être là, il vous connaît, il vous suit tout au long de votre vie. Il va savoir quel est votre état de santé initial, il va savoir, bah, au fur et à mesure de votre vie, si vous avez des petites maladies, des petits bobos, mais il va savoir comment les traiter. Mmh. Il va savoir vers où vous orienter, vers quel spécialiste vous orienter, et il va vous suivre dans la durée. Mais en fait, le gestionnaire de patrimoine, c'est exactement la même chose, mais pour les finances. Et ce qui est super intéressant finalement, c'est que, chaque projet est différent, chaque personne est différente Mmh. et toi, tu vas apporter des solutions concrètes à différents types de profils. Comme moi, par exemple, tu vas être entrepreneur, des gens qui vont être plutôt dans l'objectif de défiscaliser pour tes clients suisses ou même des clients français, enfin, Mmh. peu importe. Mais quand on devrait te contacter? Moi, faut que je te contacte quand? Si j'ai envie de travailler avec toi, je te contacte plutôt quand j'ai déjà un projet, des idées ou même avant pour faire un bilan? Mmh. C'est une super question parce que en fait, le métier de conseiller en gestion de patrimoine, c'est un métier, qui, est, abrégé, en fait, résumé comme ça. Mmh. Mais la réalité, c'est conseiller en création, gestion et transmission de patrimoine. OK. OK? Donc c'est bien 3 cycles de vie, différents Mmh. et pour répondre à ta question, quand est-ce qu'on doit me contacter? Effectivement, si tu as un besoin, si tu as, un projet, bah, c'est toujours bien d'avoir un conseil de quelqu'un qui, peut aussi t'orienter vers les bonnes voies. Bien sûr. Mais pas forcément. Moi, j'ai pas mal de clients qui ne savent pas à l'avance sur quoi ils veulent partir, qui me disent: «Bon, bah, voilà, moi, j'ai juste envie d'investir. Ouais. Je suis conscient qu'il faut que je prépare ma retraite. Je suis conscient qu'il faut que je mette un petit peu de côté et Mmh. que le livret A à 1,5 de rendement, bah, c'est pas forcément hyper intéressant». Bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, là, dans ce cas-là, on met en place une stratégie,
avec un but qui n'est pas forcément défini à l'avance, mais qui permet d'être déjà dans l'investissement et qui va pouvoir être adapté par Donc, la suite. donc le but, c'est de faire un audit et puis après, justement, ce qu'on disait avant, s'adapter à chaque personne. Mmh. Je pense que la question que beaucoup de gens se posent, même Ouais. les questions que mes clients m'ont déjà posées, c'est est-ce qu'il faut un revenu spécifique? On peut se dire, mais moi, je suis pas assez riche pour investir, j'ai pas d'utilité ou même, j'ose pas finalement parce Mmh. que mes revenus, je me dis, bah, est-ce que 50 € par mois, ça suffit? Est-ce qu'il y a un revenu spécifique à avoir pour faire appel à toi? Non, il n'y a pas de revenu spécifique. J'ai envie de dire que le revenu en fait qui est important, c'est ton revenu, Ok. finalement. C'est ta situation et mon travail, c'est de travailler sur cette situation-là et de l'optimiser au mieux, que tu aies, 50 € par mois à investir ou 100 000 € par exemple, mon travail va être le même. Ok. Les solutions préconisées vont être différentes, mais le travail va être le même. Est-ce qu'il faut un revenu spécifique? Bah, j'ai envie de dire que le «minimum» entre guillemets, c'est, 50 €. Ok. Pourquoi? Parce que les solutions que je peux proposer, en général démarrent à partir de 50 €. Donc 50 €, je pense qu'une grande majorité, de Français peuvent, commencer à investir Donc avec déjà avec 50 €. 50 € par mois d'épargne, on peut faire appel à toi si Mmh. on arrive à épargner tous les mois 50 € par mois. Tous les mois ou même, sur des périodicités, plus longues, hein, des investissements trimestriels par exemple, ce genre de choses. Après effectivement, bah, c'est logique, mais plus on va pouvoir investir et avec une régularité, Bien sûr. longue, plus on va pouvoir avoir in fine. Ouais. Mais non, il C'est y a pas de exponentiel et puis d'où on parlera après aussi ouais, les intérêts des intérêts composés, composés. bien sûr. Et si je dois finir peut-être sur cette thématique, ta valeur ajoutée? Bah, ma valeur ajoutée finalement, bah, je le rappelle, mon métier, c'est conseiller en gestion de patrimoine. OK, OK? Conseiller et j'insiste sur conseiller parce qu'en fait, mon métier, c'est du conseil. C'est bien de sûr. l'accompagnement, c'est, de la pédagogie. Moi, je le constate, tous les jours avec mes investisseurs. Il faut savoir qu'en France, par exemple, il y a un foyer sur 2 qui paye de l'impôt. OK. OK? Je me rends bien souvent compte que lorsqu'on aborde la thématique de l'impôt, beaucoup de personnes ne savent pas finalement comment ça fonctionne, Mmh. qui ne savent pas comment se calcule un impôt. Je trouve ça dommage parce que c'est, quelque chose qui est hyper important et on ne l'apprend pas forcément à l'école. Ouais. On n'aborde pas ces points-là qui, mine de rien, touchent la majorité des Français. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'apporter cette pédagogie, ce suivi, un conseil personnalisé également, parce que, bah, ta situation, à toi Gauthier, n'est peut-être pas la même que, celle de monsieur Martin Bien ou, sûr. voilà. Donc il va falloir faire un conseil personnalisé et pourquoi un conseil personnalisé? Parce qu'il n'y a pas de solution d'investissement idéale, OK. OK? Toutes les solutions d'investissement sont bonnes ou moins bonnes en fonction d'un contexte et entendre: «Oui, bah, moi mon voisin, il a investi dans ça, je pense que c'est bien», bah, peut-être que c'était pertinent pour le voisin, mais peut-être que Mmh. toi dans ta situation, ça ne l'est pas forcément. OK. Donc c'est du conseil vraiment. Personnalisé et puis qui évolue dans le temps. C'est bien justement que tu parles, est-ce que enfin du moment, est-ce que c'est le bon moment? Mmh mh. Le conseil aussi, Mmh mh. parce que je pense que aujourd'hui, on a une période qui est anxiogène Mmh mh. pour certaines personnes avec tout ce qui se passe dans le monde Mmh mh. et les gens se disent: «J'ai plus foi, en la France», enfin peut-être aux institutions Ouais. et aussi où mettre l'argent. Mmh mh. Parce qu'on se dit: «Mais si on le met sur le livret, bah, il y a possibilité qu'on nous le prenne», parce que les gens ne croient plus certaines personnes en l'État Mmh mh. et je pense que justement, investir en temps de crise, ce qui va être la thématique numéro 2, Ouais. peut être intéressant d'aborder. OK. Tu peux un peu nous expliquer justement, comment investir en temps de crise? Est-ce qu'il y a un bon moment ou pas pour investir? Mmh mh. Mmh. J'aimerais juste rebondir sur ta dernière, phrase avant la transition qui était très intéressante et très importante et Mmh. je pense que c'est aussi sur ça que je fais ma différence. C'est cette notion de suivi, que tu as brièvement évoquée qui est, à mon sens capitale, parce une solution d'investissement que l'on fait à l'instant T, Bien sûr. n'est peut-être pas forcément, pertinente dans la durée Ouais. avec les changements, personnels, professionnels, conjoncturels, les, changements de loi également, de législation. Donc le suivi est hyper important et je pense que c'est ce qui fait aussi la différence, d'un conseiller en gestion de patrimoine versus potentiellement un autre acteur. Bien sûr. Je prends un banquier par exemple, mais je ne veux pas, jeter, le discrédit sur les banquiers, mais Mmh. combien de fois un banquier t'a appelé, au cours de cette année pour te dire, où en étaient tes placements? Bah, finalement très peu. Oui. Donc voilà, donc il y a vraiment cette notion de suivi et ça permet de faire la transition avec ta deuxième question qui est, comment investir, en temps de crise? Bah, effectivement, il va y avoir plusieurs règles, à faire. C'est, déjà en temps de crise, par définition, on l'avenir est incertain. Bien sûr. Crise,
peut être crise financière, ça peut être crise politique comme on est, ou géopolitique comme c'est le cas actuellement. Il y a des grandes lignes en fait à respecter qui sont déjà, avoir une épargne de précaution, suffisante, donc une épargne de sécurité. Donc là, c'est plutôt sur des livrets bancaires, hein, compte courant, livret A. Avoir une épargne qui permet de faire face à ces difficultés. Et en termes d'investissement, en fait, les grands axes, ça va être un placement diversifié. Donc, la fameuse phrase de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bien sûr. Donc la diversification, ça peut être la diversification, comme tu le disais, d'actifs financiers, de l'immobilier, également ton secteur. Deuxième bonne pratique, ça va être l'investissement sur le long terme, ok, pour pouvoir justement lisser les fluctuations du marché. Parce que, par définition, un marché ou un actif va prendre de la valeur ou se déprécier en fonction de la conjoncture. Bien sûr. Donc si on est sur un temps long, on permet justement de pouvoir lisser cette fluctuation. Et enfin, dernier bon point à faire, c'est l'investissement régulier. Ok. C'est-à-dire que de faire des versements programmés ou de faire de l'investissement avec un intervalle régulier permet encore une fois de lisser ces fluctuations Bien sûr. des investissements. Le but justement, c'est de lisser, on va dire, sur le long terme, pour éviter, comme tu l'as très bien dit, d'avoir des creux, enfin des hauts et des creux, et que pas que investir dans le pic ou dans le creux, mais justement de lisser sur le long terme. C'est ça. Très souvent, j'entends, on me dit, mais quand on parle à moi, Ouais. qu'en penses-tu des valeurs refuges, que ce soit l'or, l'immobilier, parce que ça me concerne Ouais. plutôt bien. Et aujourd'hui, j'ai de plus en plus de clients, surtout des jeunes, qui me disent, même le Bitcoin, ça commence à être Ouais. une valeur refuge. T'en penses quoi de tout ça, de ces valeurs refuges, de l'or, de l'IMO et du Bitcoin? Alors, c'est une super question parce qu'en plus, on est en plein dedans avec l'instabilité Bien qu'on sûr. connaît. Déjà, peut-être définir ce qu'est une valeur refuge. Oui. Une valeur refuge, en fait, n'est pas refuge dans l'absolu. Une valeur refuge, elle est refuge en fonction d'une situation donnée. Une valeur refuge, en fait, c'est un actif, une valeur, qui va être décorrélée d'une autre, qui ne va pas réagir de la même façon qu'une autre valeur en fonction de la situation. On parle souvent de l'or, je reviendrai aussi sur l'immobilier juste après, et sur le Bitcoin, là c'est un petit peu différent, mais sur l'or par exemple, on considère l'or comme une valeur refuge en comparaison du coup des marchés financiers. Donc il y a des notions de cycle dans les marchés financiers, des fois à la hausse, des fois à la baisse, c'est tout à fait sain, c'est tout à fait normal. Et en général, en fait, les gens souhaitent investir dans plutôt des actions, plutôt des marchés financiers, pour capter des gains finalement. Donc les gens ont tendance à investir sur ces placements-là. Et lorsque la conjoncture est un peu incertaine, les marchés financiers ont tendance à rechuter. Ok. Les investisseurs vont se désengager en fait, des actions parce que la prime de risque n'est plus suffisamment importante. Bien Donc, sûr. la notion de prime de risque, en fait, c'est quel est le gain potentiel que je peux avoir versus le risque que j'encours. Oui. Bénéfice-risque, justement. Exactement, bénéfice-risque. Donc quand on est dans une situation économique, conjoncturelle, structurelle un peu compliquée, les gens vont avoir tendance à se désengager des actions pour réinvestir sur de l'or, qui est considéré comme valeur refuge justement à cet égard-là. L'immobilier, c'est la même chose. On entend souvent, surtout en France, je veux investir dans la pierre. Bien sûr. Ça, c'est une phrase que je pense que tu entends Presque tous les jours. tous donc. les jours. Et c'est une réalité. Mais en fait, l'investissement immobilier, c'est une valeur refuge en comparaison des loyers, de la hausse des loyers. Ok. Investir dans de l'immobilier pour pouvoir y vivre, en résidence principale par exemple, c'est justement pour pouvoir contrer cette notion de loyer qui augmente Qui augmente. finalement. Donc c'est toujours ça en fait. La valeur refuge, elle est un petit peu en comparaison avec une autre valeur. Pour rebondir sur le Bitcoin, c'est quelque chose que j'entends aussi souvent de la part de certains investisseurs, plutôt des investisseurs plus jeunes, entre guillemets, qui me disent oui, le Bitcoin, c'est un placement long terme, Merveilleux. etc. À mon sens, ce n'est pas une valeur refuge. Pourquoi? Alors j'entends le côté valeur refuge, on parle d'or numérique, Ouais, de monnaie décentralisée aussi. monnaie décentralisée, ce genre de choses. Une valeur refuge est censée justement pouvoir compenser, pouvoir être une alternative à une autre valeur. Bien sûr. On l'a vu, le Bitcoin, lors des droits de douane de Trump par exemple, ou même récemment avec ce qui se passe dans l'actualité, le cours du Bitcoin en fait n'est pas stable et chute. Donc c'est en fait, ce n'est pas une valeur refuge, ce n'est pas une valeur défensive, Ok. c'est une valeur spéculative. Parce que ça fluctue beaucoup et sur le long terme, Très volatile, ouais. on ne sait pas. Et puis, on n'a pas assez de recul peut-être sur cette monnaie-là Également. pour savoir comment elle évoluera dans les prochaines années. Mm.
Moi, j'ai aussi beaucoup de clients, des personnes âgées qui me disent on a peur pour nos retraites, des Mhm. plus jeunes aussi, hein, des jeunes actifs qui Bien sûr. préparent leur retraite dans les 10 prochaines années. Comment aujourd'hui on pourrait préparer notre retraite Mhm. dans cette période-là, qui est peut-être un peu anxiogène et peut-être difficile comparée à d'autres périodes qui étaient plus fructueuses? Je trouve cette question hyper intéressante parce qu'elle elle apporte deux sous-jacents, en fait, Mhm. deux questions sous-jacentes. Première question, effectivement, comment on prépare notre retraite dans ce contexte-là? Bah, comme je disais, en fait, finalement, c'est de l'investissement qui va être diversifié, régulier, sur du long terme et avec un bon conseil, évidemment, et une bonne épargne de précaution. Mais surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que voilà, les retraites, il y a un déséquilibre structurel qui Bien fait sûr. que le régime actuellement est un peu en difficulté. C'est un régime qui date de 1945, Mhm. où les équilibres démographiques n'étaient pas les mêmes, où l'espérance de vie n'était pas la même, ce qui amène aujourd'hui à avoir certaines difficultés. Hem, pour moi, préparer sa retraite, c'est capital de le faire et le plus tôt possible. Ok. OK? Avec un bon conseil. Pourquoi? Parce qu'on a abordé rapidement avant les intérêts composés, c'est une mécanique qui est très puissante sur le long terme. Alors, pour l'expliquer, rapidement, je vais prendre un exemple, Gauthier, au Mhm. hasard. Gauthier, 20 ans, qui, souhaite préparer sa retraite à 65 ans. Mhm. OK? Donc il a 45 ans d'investissement. Si Gauthier, il investit 100 € par mois pendant 45 ans, sur un placement qui rapporte 0, donc autrement dit, il met 100 € par mois dans sa tirelire, au bout de 45 ans, il aura 54 000 € de côté. OK? Le montant, il a un impact linéaire. C'est-à-dire que s'il met 100 € par mois, il aura 54 000 Bien €. sûr. S'il met 200 € par mois, il aura 108 000 €. OK? Par contre, il y a 2 facteurs qui vont être capitaux, et notamment dans la préparation de la retraite. Premier facteur, c'est le taux de rendement, en fait, de tes placements. Mhm. Dit plus simplement, plus ton rendement va être intéressant, plus le gain que tu auras in fine sur ton placement sera important. Ok. Donc un placement à 0 à 100 € par mois pendant 45 ans, on a vu que ça faisait 54 000. Si, Gauthier fait un investissement sur un placement qui a un rendement de 5 annuel, le gain final sera de 196 000 €. OK? Donc on Ok. passe de 54 000 à 196 000. Pourquoi? Parce que c'est les intérêts composés. C'est-à-dire que chaque année, ton placement va générer 5 de rendement et l'année d'après Donc on fait 3 fois plus avec un rendement de 5%. ouais, 5-10, ouais, c'est ça, un peu plus que 3 fois plus, ouais. Ok. Et si on prend un autre exemple, maintenant sur un placement à 10 de rendement annuel, Bien sûr. alors le but du jeu, c'est pas de vendre du rêve, hein. Les placements qui font 10 de rendement annuel, de façon garantie, ça n'existe quasiment pas Ok. et c'est toujours soumis à certains risques. Oui, bien sûr. Mais pour l'exemple, si on est sur un placement à 10 de rendement annuel, là on passe non plus de 54 000, non plus de 196 000, mais on arrive à 908 000. OK? Donc les intérêts composés, c'est pas de se dire juste un écart de 5. Bien Parce sûr. qu'effectivement, entre 0 et 5 il y a 5 d'écart, mais on fait fois, 3, Mhm. 3,5. Entre 5 et 10, du coup, on arrive sur des échelles beaucoup plus hautes. Donc ça, c'est la composante intérêt. Ce qui est intéressant finalement, donc, en fait, c'est 1 000 € qui prend 10%, donc ça fait 1 100 € et après c'est ces 1 100 € qui reprennent 10% et cetera et cetera. Vous vous doutez bien quand 50 000 € prend 10%, ça fait plus les 100 € qu'on avait dès le début. Je pense que les intérêts composés, c'est la vitesse fois l'accélération. Si on peut On résumer pourrait très résumer ça simplement et j'aimerais, rajouter quelque chose, c'est surtout, fois, la durée d'investissement. et fois le temps, Et bien sûr. c'est le dernier en fait élément, sur lequel je voulais rebondir du coup pour la retraite. C'est Ouais. que, maintenant si on reprend cet exemple de, Martin qui investit 100 € par mois de ses 20 ans à ses 65 ans, sur du 10 il aura 908 000 €. Mmh. Si Martin à 20 ans, il ne peut pas investir parce qu'il sort d'école, qu'il a pas le temps d'investir et qu'il préfère attendre ses 30 ans, Bien sûr. bah, pour arriver au même chiffre, donc sur du 10 annuel, pour arriver aux 908 000, il faut qu'il investisse 265 € par mois. OK. S'il commence à investir à 40 ans, c'est 730 € par mois. Et s'il commence à investir à 50 ans, c'est 2 260 € par mois. OK. Donc il y a vraiment cette notion de le montant a un impact linéaire, les intérêts et la durée ont un impact exponentiel. OK. Donc du coup, pour les retraites, en temps de crise, bah, c'est ce que je disais, diversifier, horizon long terme et surtout le faire vraiment dans la durée avec un conseil. Donc l'idéal serait même de commencer d'investir le plus tôt possible. Exactement. Justement, là, tu m'as vendu du rêve. Alors, c'est pas vendre du rêve, mais c'est les intérêts composés. C'est vrai que ça peut être super intéressant et je pense que Jérémy nous l'a très bien présenté. Mmh. Euh, souvent, cette question me revient. Ça pourrait être la thématique numéro 3. Est-ce que investir, ça rend vraiment riche? Mmh. C'est une très bonne question, mais je vais me permettre de répondre par une autre. Est-ce que manger fait grossir? Tu me diras, ça dépend ce qu'on mange.
Et combien aussi. Donc, Exactement. En fait, manger ne fait pas forcément grossir. Quelqu'un qui a un équilibre sain dans ce qu'il mange, qui mange de façon régulière, qui mange des produits équilibrés, bien sûr. ne grossira pas forcément. Pourquoi d'autres personnes grossissent en mangeant? Bah, parce qu'il n'y a pas forcément d'équilibre, parce que les heures de repas pardon, sont un petit peu aléatoires, parce que voilà, parce qu'on n'a pas le temps, etc. En fait, il n'y a pas de méthodologie claire. Bah, l'investissement, c'est exactement la même chose. Investir, c'est le faire avec un cadre clair, avec une méthode, avec un horizon de placement. La méthode, en fait, elle bat l'émotionnel. Donc Bien un sûr. un bon conseil permet, d'arriver à ça. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui finalement, bah, avec une méthode claire, avec une discipline, permettent d'avoir des investissements du coup rentables sur le long terme, Ok. et d'autres personnes qui vont naviguer un peu à vue, et se retrouver avec des résultats qui sont, pas forcément les plus pertinents. Donc le but vraiment, c'est d'être bien accompagné et moi je l'entends bien sûr et je suis de cette génération, on est beaucoup scotché sur les téléphones, Mmh. peut-être trop, hein, Mmh. à tort et j'ai beaucoup même de mes amis qui me disent: «Ah mais Gauthier, tu vu, on a une solution, là, on peut devenir riche». Mmh. Qu'est-ce que tu en penses de cette surinformation, de cette nouvelle génération qui arrive aussi sur le marché du travail Mmh. et qui vont dire: «Non mais nous, on veut pas attendre 20 ans, on veut pas attendre 25 ans, on veut avoir en 3 ans 1 000 000 € et être libre financièrement». C'est ce qu'on entend toujours. Mmh. Qu'est-ce que j'en pense? De cette surinformation sur les réseaux et je dirais même des vendeurs de rêves. Est-ce que c'est possible d'être riche rapidement? Alors, je vais, rebondir sur ta deuxième question, plus tard, mais, effectivement, pour contextualiser, Mmh. je trouve que l'émergence du coup des conseils sur les réseaux sociaux, c'est une chose, formidable. Ça permet à n'importe qui de pouvoir s'informer sur, les intérêts composés, sur, l'investissement locatif, sur les ETF. Voilà, on Mmh. on entend énormément de choses, et quand c'est bien fait, c'est très pertinent. Je pense notamment à quelqu'un, à Mathias Bacchino, qui est assez connu, qui fait des vidéos, très complètes et très qualitatives Bien sur le sûr, sujet. Hem, donc le problème pour moi n'est pas, les réseaux sociaux. bien sûr. Pour moi, la problématique, c'est, l'utilisation de ces réseaux sociaux Ouais. et l'information transmise, OK. la désinformation. Comment ils sont consommés et puis la pédagogie que la personne qui transmet l'information le fait aussi. Exactement. Il faut savoir que la gestion de patrimoine, c'est un métier qui est réglementé. OK. Il faut avoir des habilitations pour pouvoir, proposer des solutions. Par exemple, on parlait d'assurance vie avant. Pour l'assurance vie, il faut avoir, l'habilitation qui s'appelle MIA, mandataire en intermédiaire d'assurance, et c'est uniquement en ayant cette habilitation-là et en étant enregistré à l'ORIAS, qui est l'organisme qui référencie tous les professionnels de l'investissement, c'est uniquement lorsque l'on a ces 2 éléments-là que l'on est capable de faire un conseil en investissement. OK. Sur les réseaux sociaux, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais je ne suis pas sûr que ceux qui, vendent, un placement à, 50 Mmh. par an et être riche en Bien 3 sûr. ans, sont habilités et sont enregistrés auprès de l'ORIAS. Pour rebondir sur ta deuxième question, est-ce que, voilà, être libre financièrement en 3 ans, c'est possible? Hem, il y a des contre-exemples, des gens qui arrivent, mais ça reste en fait de l'exceptionnel, Bien sûr. et au-delà de l'exceptionnel, c'est même, plutôt de «l'erreur» entre guillemets. Parce qu'en réalité, ce n'est pas possible. Les vendeurs de rêves, en fait, confondent, plan d'action méthodique et vente de résultats immédiats. Bien sûr. En fait, ce n'est pas possible. Un vendeur de rêve va te dire: «Voilà, avec, cet investissement-là, tu vas avoir ce résultat-là». Ils vont te vendre de l'exceptionnel, quand la réalité du métier, c'est de bâtir Bien sur, sûr. sur du long terme, de Et toi, bâtir. ton boulot justement de gestion de patrimoine, c'est d'accompagner ses clients et de les cadrer. Dire: Bien «Attention, il sûr. y a beaucoup d'informations, mais moi, pour votre profil, je vous conseille ça et faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux». Et la question que je me posais aussi, est-ce qu'en fait, tu es trader? Enfin, la gestion de patrimoine, est-ce que c'est du trading ou pas? Non. En fait, le trading, c'est plutôt une notion, court terme, OK, axée sur les marchés. OK. C'est-à-dire que l'intérêt du trading, ça va être de faire des gains, avec un horizon de placement court, Mmh. avec du coup des risques qui sont bien plus importants. Et ça va être de vraiment, «courir un sprint» entre guillemets, OK, d'avoir le meilleur rendement le plus rapidement possible. La gestion de patrimoine, c'est, l'idée de construire une trajectoire plutôt que de chercher à avoir du rendement tout de suite. mmh, C'est de mettre en place des placements sur le long terme, bien sûr. et finalement, en fait, c'est de se concentrer sur la personne OK, plutôt que sur le marché financier ou la solution. bien sûr. OK? Donc c'est un peu comme un marathon. La différence entre sprint et marathon, c'est que tu peux courir un sprint, sans entraînement, tu peux y arriver. Des fois, tu feras un bon temps et des fois un moins bon temps. Ouais, Un marathon,
tu n'y arrives pas, sauf si tu es très talentueux, mais tu n'y arrives pas sans entraînement, sans un minimum de conseils, Mmh. sans un minimum de méthodologie. Bien sûr. En fait, la gestion de patrimoine et le trading, c'est un peu ces 2 univers-là. Donc le but, c'est de mettre une vraie stratégie en place pour le client. Mmh. Et avant qu'on préparait le podcast, on a discuté ensemble, Bien sûr. tu me disais: «Attention Gauthier, ce qui est le plus cher, c'est le coût de l'inaction». Ouais. Tu peux nous expliquer ça? En fait, finalement, je pense qu'il y a encore des gens qui nous regardent et qui se disent: «Est-ce que je dois investir? Est-ce qu'il m'a convaincu?» Ou Mmh. même c'est pas forcément le but, mais le coût de l'action est moins cher que le coût de l'inaction. C'est ça, c'est ça. En fait, le coût de l'action, à supposer qu'il y ait un coût de l'action, ça pourrait être du coup, Ou l'effort plutôt, si on peut ou dire ça comme l'effort ça, bien exactement. sûr. Ça pourrait sous-entendre que voilà, certains investissements, ne portent pas leurs fruits, et ce qui est vrai, hein, aucun investissement enfin, certains investissements peuvent être garantis, mais en règle générale, les investissements ne sont pas forcément garantis, à l'avance. Mais ça, c'est rattrapable, c'est modifiable et avec un bon conseil, ça peut être compensé assez facilement. Le coût de l'inaction est un peu plus sournois, parce qu'en fait, c'est un coût silencieux. Bien sûr. Un coût silencieux, c'est-à-dire que de ne rien faire, ça va creuser un fossé entre celui qui fait et celui qui ne fait pas. Oui. Ne rien faire, c'est ne pas préparer sa retraite. Ne rien faire, c'est dépendre de son salaire, qui, en plus, avec, l'inflation et cetera, est de moins en moins, pertinent pour le salarié. Ne rien faire, c'est ne pas bénéficier des intérêts composés. Ne rien faire, c'est, voilà, c'est perdre du temps et comme on l'a vu avant, le temps, c'est la composante Bien sûr. majeure de l'investissement. Il y a une phrase qui est très connue, de Charles Schwab, qui est, un investisseur américain, qui dit: «Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui Mmh. et le pire moment, c'est d'attendre demain». Et en fait, l'investissement, c'est ça. C'est de toujours se dire: «OK, bah, la situation, elle est comme elle est. On n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui va se passer, ben, OK, on joue avec les règles du jeu. Si les règles du jeu évoluent, OK, ben, on modifiera notre investissement, on modifiera les règles, enfin on s'adaptera aux règles plutôt et on le fera». Je prends un exemple qui peut te parler, qui est peut-être, je pense, quelque chose que tu entends régulièrement dans ton métier, Mmh. c'est les taux au niveau des emprunts, pour l'immobilier. Bien sûr. On regarde en 2019, les crédits, se faisaient aux alentours des, 1 grosso Bien sûr. modo, hem et même à l'époque, des gens se disaient: «Bah, c'est trop cher». Sauf que là, actuellement, bah, les crédits, entre-temps, les taux des crédits ont augmenté, on doit être aux Ouais, à alentours l'heure des actuelle, où on tourne, donc on tourne en mars, on est à 3,40, ouais, c'est 3,50. ça, on est à peu près dans ces eaux-là. Ce sont les profils et puis la durée du On est un crédit. petit peu sur ces ordres de grandeur, et ben, maintenant les gens se disent: «Oui, bah, je vais attendre, que les taux redescendent à 1, 2 Bien sûr. Sauf que la réalité, c'est qu'on ne sait pas, finalement, s'ils vont redescendre. Et encore, je pense que ce ne sera pas le cas parce que le 1 était la Ouais. situation exceptionnelle, mais on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qu'il va faire. Oui. Donc l'idée, c'est de se dire: «Bah, OK, on ne peut pas maîtriser ce qui va se passer, maîtrisons ce qui se passe maintenant». Ouais. OK, on fait le crédit. OK, il est à 3,20, 3,30, 3,40, peu importe. OK, on le fait. Si la situation change, si le taux des crédits, baisse par la suite, Mmh. on renégociera Bien sûr. l'emprunt. C'est tout à fait possible. Par contre, attendre 10-15 ans d'avoir des taux qu'on a eu il y a, en 2019, bah, c'est perdre de la durée d'investissement. C'est perdre de la durée Et d'épargne finie. et justement, alors si on devait conclure là-dessus, alors pour résumer tout ça, donc se faire accompagner par, un professionnel compétent dans chaque domaine, penser long terme. Mmh. Je pense que c'est super important finalement, Ouais, c'est le temps qui fait c'est ça. l'investissement et non l'inverse et pas se précipiter. Et dans ce monde qui va peut-être de moins en moins bien, même si je suis persuadé qu'il faut rester optimiste parce qu'on est le plus beau pays du monde et l'Alsace, c'est la plus belle région du monde. Jérémy, est-ce que tu auras un message d'espoir à donner pour cette année 2026? Ouais. Pour moi, en fait, on a une situation qui est compliquée, et donc c'est d'autant plus intéressant d'avoir un message d'espoir avec ce qu'on entend, tous les Bien jours sûr. actuellement. Hem, pour moi, l'investissement, c'est, prendre un bateau lors d'une tempête. OK. On est actuellement dans une tempête. On ne maîtrise pas le temps qu'il fait. La tempête, voilà, elle est là, on doit faire avec. Par contre, ce qu'on peut maîtriser, c'est la qualité de son bateau, la qualité, du personnel navigant Bien qui va vous sûr. emmener, la trajectoire qu'on va prendre, la carte, la boussole. Ça, ce sont des éléments qu'on peut, tangiblement, utiliser et avoir un impact dessus. L'investissement, c'est exactement la même chose. On est dans des périodes compliquées actuellement, Mmh. mais un bon conseil permet de pouvoir naviguer malgré la tempête. Donc, Bon, bah, je pense que c'est un excellent, message d'espoir, donc sortez les rames et faites appel c'est à ça. à Jérémy. Les amis, pour faire une petite parenthèse, je pense qu'il faut être confiant, mais conscient. C'est-à-dire confiant
parce qu'on est un beau pays, une belle région, qu'on a des professionnels qui sont excellents à travers les podcasts. On peut le voir avec Benjamin qui est maire de Zimmerbar, Sacha qui est avocat, Mathis Payet qui est courtier en financement, aujourd'hui Jérémy, gestion de patrimoine. On peut voir qu'on a de très bons professionnels. Donc, il faut être confiant. Et par contre, il faut être conscient de tous les enjeux qu'on a. Et c'est pour ça qu'on fait aussi ce podcast pour vous accompagner, vous donner tous les outils. Et si vous avez besoin, nous, on est disponible. Et moi, je vous dis rendez-vous pour le prochain podcast. À bientôt. À bientôt.